Je suis Dr Onarija Victor, je suis enseignant-chercheur de profession. Je participe à cette émission pour apporter ma contribution dans le cadre de l'intégration des Africains aux États-Unis et aussi, en tout cas, de déceler les failles ou les problèmes, comme ça nous allons conjuguer vers des solutions optimales et que ça soit profitable à tous. Merci. Oui, bonsoir, moi c'est M. Vincent Mouti, je suis un animateur culturel, la culture africaine. Je suis invité à l'émission Tout Savoir pour parler sur l'intégration des Africains dans le monde occidental. Merci. Bonjour chers amis, ou bonsoir, n'importe quel endroit vous allez nous suivre. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Nous voici dans ce nouveau numéro de l'émission Tout Savoir. Je vous avais promis qu'aujourd'hui nous allons faire un mini sommet africain tripartite pour essayer de réfléchir comment l'Afrique n'évolue-t-elle pas? Pourquoi l'Afrique n'évolue-t-elle pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Africains n'avancent pas? Pourquoi nos dirigeants continuent à maltraiter les peuples? Donc voilà des questions que l'on se pose et nous voulons apporter la lumière. C'est-à-dire nous allons être avec des experts. C'est un mini-sommet. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, chers amis. C'est l'émission Tout Savoir. Je crois que je vous avais dit qu'il a fallu l'intervention des gens qui connaissent la situation, les gens qui maîtrisent la situation, pour qu'ils puissent nous dire exactement pourquoi l'Afrique continue-t-elle à souffrir, pourquoi notre mère, l'Afrique est notre mère. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité parce que les premiers os ont été découverts en Afrique. Les premiers os humains ont été découverts là-bas. Raison pour laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc beaucoup de respect au peuple africain. Je salue tous les peuples camerounais. Je salue tous les peuples togolais. Sans plus tarder, je vous avais dit que nous serons avec M. Victor Onarija, qui est enseignant-chercheur. Je vais les rencontrer vite. Bonjour, M. Victor. Bonjour. Je suis très heureux parce que normalement nous avons annoncé aux gens que nous serons avec vous pour parler de l'Afrique. C'est un mini-sommet. M. Nelson va vous rejoindre dans 2 minutes parce qu'il est en route. Il va vous rejoindre dans 2 minutes. Vous allez expliquer aux gens les enjeux politiques depuis le mois de janvier jusqu'à l'heure actuelle parce que nous voulons clôturer l'année. Si on peut aller s'asseoir, M. Nelson va vous retrouver dans 2 minutes. Vous allez parler de l'Afrique. Vous allez nous expliquer, vous allez nous expliquer les grands événements. Pourquoi l'Afrique n'avance-t-elle pas? Pourquoi les Africains ne progressent-ils pas? Pourquoi nous restons toujours dans les ghettos? Il y a beaucoup de questions auxquelles vous allez expliquer au peuple pourquoi nos dirigeants continuent à marcher sur le peuple. Donc, nous ne comprenons rien. Vous êtes chercheur. D'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ça c'est la 2e fois, je rappelle, que vous venez participer dans nos différentes émissions. Si vous pouvez encore vous présenter auprès de ceux qui ne vous connaissent pas, pour qu'ils vous connaissent, et puis nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Merci pour l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer par rapport à la situation en Afrique. Et je tiens aussi à remercier l'initiative qui est très noble parce qu'aujourd'hui, je me dis que les Africains doivent aujourd'hui tenter de réfléchir par eux-mêmes les solutions qui peuvent les apporter réellement du bien. Parce que personne ne peut vous aimer si ce n'est pas vous-même vous aimez.
Personne ne peut vous donner la solution à votre problème, ce n'est pas vous-même. Et je pense qu'aujourd'hui, la diaspora, comme l'intelligence africaine, doivent réfléchir aujourd'hui à des solutions vraiment assez profondes, parce que le problème africain est très profond. Pour ne pas trop m'attarder sur la question, je tentais de me présenter de façon synthétique. Je suis Victor Nadja, docteur en marketing et management. Je suis enseignant-chercheur. J'ai enseigné à l'université Homme Nouvelle au Burkina, une université privée de au moins 25 000 étudiants, jusqu'au doctorat. J'ai enseigné au Graduate School of Management du Niger. Et j'ai assisté, j'ai en tout cas enseigné un peu dans la sous-région ouest-africaine. Aujourd'hui, je me trouve aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai enseigné au Freedom International School, qui est devenu maintenant la Kwame Nkrumah International School, qui s'est inspiré quand même de l'idéal de Kwame Nkrumah pour l'Afrique, pour faire cette grande école à Chicago, une école noire qui est vraiment prestigieuse, qui aussi aujourd'hui montre le talent des Africains, parce que 70% des enseignants de là-bas, de cet institut, viennent de l'Afrique. Et j'ai enseigné là-bas quelques temps avant aujourd'hui de créer avec 3 enseignants-chercheurs de l'université de Chicago, Ramsey Consulting and Associates, dont l'objectif c'est de mettre en place un think tank, un think tank à la version d'un caucus. Et ce caucus-là, c'est de réfléchir de façon très profonde sur comment aujourd'hui apporter un changement adéquat en Afrique. Parce que depuis des années, on a eu l'indépendance, nous avons eu des intellectuels, nous avons eu des chercheurs, mais on s'est rendu compte que les solutions sont formatées et maquillées à notre goût. Et aujourd'hui, cette flatterie et cette tromperie de l'histoire doit nous amener à être aujourd'hui objectifs dans notre démarche. Et c'est pour ça que je salue cette émission qui va nous permettre aujourd'hui de rentrer en profondeur et de façon détaillée les solutions et ce que nous pensons aujourd'hui de la gouvernance politique en Afrique. Voilà. Donc, chers amis, c'est un mini-sommet qui regroupe deux pays. Normalement, ça devrait regrouper 3 pays, le Burkina Faso, le Burkina Faso, comme je dis, la République démocratique du Congo, qui sera représentée par M. Nelson Mikwiti, c'est un analyste politique. Et puis, il y a le Togo, qui sera représenté par Basile. Ils sont en route, ils viennent. Je vais accueillir chacun d'entre eux, vous allez les voir. Donc, en tout cas, je vais accueillir M. Nelson. Vous allez débattre. Vous allez commencer par le Burkina. Vous allez expliquer aux gens quelles sont les difficultés que les Burkinabés rencontrent maintenant, quels sont les problèmes majeurs et quelles sont les solutions que vous avez apportées. Vous allez expliquer aux gens pourquoi les Burkinabés se sont révoltés et ils ont chassé leur ancien président. Je rappelle, le Burkina, c'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Je salue tous les peuples burkinabés qui nous regardent ou soit qui vont nous regarder. Je vous aime. Nous sommes vos frères. Nous habitons ici. Aux États-Unis d'Amérique. Vous allez expliquer aux gens les différentes étapes, les différentes périodes, grandes périodes qui ont jalonné le Burkina Faso politiquement et jusqu'à l'heure actuelle. Ensuite, M. Nelson va expliquer les problèmes qui dérangent la République démocratique du Congo et vous allez chuter, vous allez nous faire des recommandations aux dirigeants pour libérer le peuple. Je vais prendre M. Nelson et je vais l'amener afin que vous puissiez être ensemble. Voilà, chers amis, ne partez pas, vous allez bénéficier de ce que les 2 hommes vont dire. Ce sont des fils de l'Afrique, deux fils d'Afrique veulent vous montrer les chemins. Alors, restez là. Moi, je n'ai pas que vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Monsieur Nelson, bonsoir. Bonsoir. Nous avons promis aux gens que nous allons faire une grande émission sous forme d'un mini-sommet africain. Vous allez représenter la République démocratique du Congo. M. Victor est déjà sur le plateau. Normalement, nous allons parler des grands problèmes. D'abord, comment vous vous retrouvez à l'heure actuelle? Comment va l'état de votre santé? Oui, mon état de santé va très mal parce que le pays va mal. Donc, je suis congolais et l'Afrique en général va très mal. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils vont expliquer pourquoi l'Afrique continue-t-elle à souffrir. Pourquoi les Africains n'avancent-ils pas? Pourquoi rien ne marche en Afrique? Et ils vont donner des conseils aux dirigeants. Nous allons parler de 2 pays pour le moment. Et
ils vont aussi parler des autres pays. Nous allons parler de la révolution burkinabèse. Nous allons parler de la révolution maghrébine. Nous allons, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie, tous les pays là, l'Égypte. Et puis nous allons finir en République démocratique du Congo. Monsieur Nelson, nous pouvons déjà aller sur le plateau et vous allez rejoindre Monsieur Victor. Donc, chers amis, Monsieur Nelson, si vous pouvez vous présenter rapidement auprès de nos téléspectateurs pour ceux qui ne vous connaissent pas, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, merci beaucoup. Je suis M. Nelson Mikwiti, je suis un animateur culturel, un expert pour la paix dans les Grands Lacs, coordonnateur de plusieurs organisations non gouvernementales, notamment le courant que nous sommes en train de mettre en place, l'initiative des Républicains congolais, qui est une structure qui milite pour que les Congolais reviennent sur le droit chemin, parce que longtemps nous avons été déviés par des politiciens troubadours de notre pays. Et voilà un peu, pour le moment, nous évoluons en politique et nous évoluons aussi en tant qu'académicien, parce que j'ai été retenu comme assistant à l'Institut national des arts, comme j'ai une licence en animation culturelle et développement. Donc nous avons la maîtrise et comment gérer l'Afrique en se basant sur les cultures africaines et avec des pensées correctes, bien sûr en collaborant avec les Occidentaux. Voilà un peu ce que nous pouvons apporter aujourd'hui pour nos amis africains qui nous suivent d'une manière générale et les Congolais d'une manière particulière. Voilà, donc chers amis, aujourd'hui, ce soir, le débat s'annonce emballé et vous allez vraiment bénéficier de beaucoup de choses. Un chercheur, un expert dans la politique, donc la symbiose, vous allez vraiment sentir la différence. Nous parlons autour des thèmes. Le thème aujourd'hui, c'est un mini-sommet tripartite. Normalement, nous devrions avoir aussi Basile Bojona. Il n'est pas avec nous, il est en route. Mais en attendant, on ne peut pas s'arrêter là, nous devons continuer. Donc, je vais vous laisser suivre un bon débat. Nous allons commencer par le Burkina avec Victor Onadja. Il va vous expliquer comment les peuples burkinabés se sont libérés, comment ils sont arrivés à chasser, si je peux utiliser les termes. Parce que lorsque le président ne veut pas laisser le pouvoir, les peuples peuvent les chasser. Donc, il va vous expliquer comment cela était-il arrivé. Nelson Mikwiti, M. Nelson va vous expliquer les choses qui se passent à la République démocratique du Congo, quelles sont les voies à suivre pour libérer les peuples. Ensuite, les deux vont maintenant toucher les Gabon et les autres pays. Alors, je vous laisse suivre ce débat. Je vous laisse suivre ce débat intellectuel entre deux experts, deux fils d'Afrique qui vont nous donner de la matière. Merci et soyez toujours branchés là. Donc, nous sommes là vraiment pour faire un débat cohérent et enrichissant par rapport à la situation en Afrique et donner quand même des solutions adéquates pour améliorer la qualité de vie en Afrique. Bon, si aujourd'hui, quand on parle de croissance, on parle de développement, on nous fait miroiter la démocratie. Maintenant, bon, la démocratie, on sent souvent quand elle est jouée, elle est déjà un acquis d'avance pour certaines puissances. Je prendrai juste par exemple le cas par exemple récent, par exemple du Gabon, où j'ai eu à intervenir en soutenant, juste dit que j'avais le soutien pour Ali, les gens ont mal interprété, bon, pourquoi tu soutiens Ali? Ali, bon, c'est un dictateur, c'est l'enfant d'un ancien président. J'ai dit, bon, le problème, au fait, quand on regarde le jeu, Ali, son malheur, c'est le fait qu'il est le fidèle d'ancien président. Mais quand vous regardez de façon cinématographique, l'arrivée de Ali, ce qu'il a fait, d'abord, auditer Health. Quand vous regardez le bois du Gabon, Ali a dit que le bois du Gabon ne sera plus transporté en Europe. Le bois sera transformé au Gabon, pas des Gabonais. Et quand vous regardez en plus, avant, au temps de papa de Ali, vous sentez que les gens miroitaient les projets. Aujourd'hui, Ali part voir les projets. Moi, le problème, ce n'est pas que je soutiens Ali, c'est l'approche. Les Gabonais, ils ont fait un vote. Quand ils ont fait le vote, ce n'est pas à la France de dire qui on veut.
Maintenant, depuis maintenant, en Afrique, on n'est plus dupe. On sait que quand la France prend position pour un candidat, c'est que déjà ce candidat a déjà vendu le pays. C'est pour ça, moi, particulièrement, je n'ai pas supporté, je n'ai pas soutenu la politique du candidat Ping. Ce n'est pas, faut pas dire que c'est un opposant pour l'opposant. Il faut être objectif. Quand on prenait par exemple l'exemple de la Chine, pourquoi j'ai la Chine en avant? En Chine, quand les Mao Tse-tung sont venus, les Deng Xiaoping sont venus, il y avait des opposants. Mais les opposants ne sont pas laissés occidentaliser. Ils ont dit, bon, nous sommes des opposants chinois, nous défendons les intérêts des Chinois. Mais quand on voit l'opposant africain, il défend l'intérêt des Occidentaux contre son peuple. Si, mon ami Victor, je crois qu'à ce point-là, c'est là où nous sommes, nos points de vue divergent à ce niveau-là. Je vais un peu prendre la parole pour dire ceci. Il est inutile de comprendre ou de continuer à croire que la démocratie est une solution pour l'Afrique. Il est non plus, disons, utopique de croire que les dirigeants africains peuvent développer l'Afrique par leur façon de faire. Parce que pourquoi nous, au niveau de l'initiative des républicains congolais, nous sommes contre les démocraties et nous sommes contre les indépendances? Parce que en réalité, les pays africains ne sont pas indépendants. La preuve, tous ces présidents que nous avons en Afrique sont choisis par les Occidentaux. Alors pourquoi ne pas traiter ce problème-là au clair? Parce que lieu qu'ils nous choisissent les dirigeants en cachette, nous, au niveau de l'IRC, nous voulons qu'on négocie cette fois-ci, qu'on traite clairement, qu'on sache que voilà, le président sera Ali Bongo, ou le président sera Jean Ping, ou le président sera Joseph Kabila, ou le président sera Jean-Pierre Bemba, ou le président sera, par exemple, Tshisekedi ou Moulumba. Donc, que le candidat que l'Occident veut dans un pays soit connu. En ce moment-là, on sait que celui-là fera 200 ans au pouvoir, comme le président rwandais Paul Kagame. Lui, il est là pour 70 ans. L'Ougandais est là, il est président à vie. Mugabe est président à vie. Le Tchadien, depuis qu'il est venu en chassant l'autre, disant qu'il est venu installer la démocratie, il n'est jamais parti. Sassou Nguesso est là pour toute sa vie. Donc, voilà un peu. Nous voulons, au lieu qu'on trompe les gens avec des faux concepts de démocratie, qu'on dise, voilà, nous avons notre candidat, mais qui va rester pour toujours. Parce qu'avec le concept de démocratie, il y a combien de morts aujourd'hui en Afrique? Et la démocratie ne vient toujours pas. Citez-moi un seul pays où il y a la démocratie en Afrique. C'est comme ça que nous, au niveau de l'initiative des républicains congolais, nous définissons la démocratie comme étant une arme de déstabilisation de l'Afrique avec comme organe exécutif la France. Je répète, nous définissons la démocratie comme un organe ou une arme de déstabilisation de l'Afrique dont la France est l'organe exécutif. Donc, c'est pour dire que partout, tout exemple, vous allez prendre, même si vous prenez la révolution maghrébine, chez nos amis les Tunisiens, les Égyptiens, tout ce qu'ils ont fait, mais la finalité, la situation est récupérée toujours par les Occidentaux. Les dirigeants que nous avons dans tous ces pays-là, ce sont des marionnettes, des agents de l'Occident. Donc, c'est pourquoi nous disons, au lieu d'avoir des contrats cachés avec les Occidentaux, de faire des élections qui sont des élections, en réalité, il n'y a pas d'élection en Afrique, dont les candidats sont déjà connus chez eux, dans leurs ambassades, leurs officines, déjà en avance. Alors pourquoi ne pas officialiser toutes ces choses qu'on fait en secret, disant, messieurs. Mais moi, je te pose une question. Oui. Donc, dans ce cas, on n'a qu'à rompre les indépendances. Il n'y a plus d'indépendance. Donc tu nous ramènes maintenant au statut de la colonisation formelle. Bien sûr. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui, je suis d'accord que la vie, c'est une lutte. Tu ne vas jamais... Le droit s'arrache. On ne va jamais négocier le droit. Oui. Quand vous avez regardé l'historique au Burkina, là, quand vous regardez, ce n'est pas les partis politiques qui ont fait le travail au Burkina. C'est la société civile. Oui. Donc, pour dire que dans la vie aujourd'hui, chacun lutte pour ses intérêts. Les Occidentaux luttent pour les intérêts. Mais nous, en Afrique, c'est vrai que c'est une longueur d'avance pour nous. Mais ça nous amène aujourd'hui à repenser aujourd'hui comment s'en sortir. Maintenant, si on doit abdiquer, ce n'est plus la peine de se battre. Bien sûr, monsieur. Mais Sankara est venu, je vous donne un exemple simple. Sankara est venu pour dire que le développement, c'est une conviction personnelle et politique. Sankara est venu en 4 ans, ce qu'il a fait. Déjà, on fait 25 ans. Mais je vais te poser, pour ne pas t'interroger pour la question, Sankara est où? Non, mais attends, dans la vie, il faut tout dire pour se sacrifier. Non, permettez. Che Guevara est mort. Permettez. Le problème, ce n'est pas que Sankara est où. Oui. Qu'est-ce que Sankara a légué comme concept qui va permettre aux générations futures d'avancer dans le lieu? C'est ça qui est important. Est-ce que tu sais que le développement, toi tu es scientifique comme moi, on le fait par rapport au temps et par rapport à l'espace? Non, le développement, c'est une question de réalité. Bien sûr. Sociologique. Oui, mais par rapport... Aujourd'hui, par exemple, ce que tu as besoin, dis-moi, tu n'auras pas besoin de cette chose. Oui, je voulais dire ceci. Nous le situons par rapport au temps et par rapport au contexte.
prenons le cas de l'Afrique. Quel est le pays africain qui est en train de vivre le bonheur de la démocratie? Dans quel pays en Afrique? Quel est ce pays africain qui bénéficie ou qui profite de son indépendance? Quel est ce pays africain où le peuple choisit librement son président ou son premier ministre, même le chef d'état-major général? Je t'informe que tous ces dirigeants sont choisis par l'Occident, mais en cachette. Mais pourquoi nous maintenant nous ne voulons plus ces choses? Parce qu'aujourd'hui l'indépendance en Afrique c'est sur carton. Quel est le pays qui est indépendant en Afrique? Lequel? Citez-moi un seul pays. Je prends le cas du Botswana. Je prends le Congo. Non, je te donne le cas du Botswana. Le Botswana est démocratique depuis 1962. Regarde sa croissance économique. Attendez, ça c'est ce que tu dis là, c'est de la théorie. Moi j'étais au Botswana. Bien sûr, je connais bien les pays. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mon cher, il ne faut pas entendre, il faut vivre les choses dans ces pays-là. Mais les Britanniques sont derrière cette histoire-là. Non, même si les Britanniques sont... Je voulais finir, tu vas prendre la parole. Je te donne aussi le Ghana. Ok, fini. Oui. Je te donne des exemples concrets. Si nous avons 56 États en Afrique, tu n'as que 4 États qui parlent de la démocratie. Il y a le Sénégal, il y a le Bénin, il y a le Ghana. Le Ghana, comme ça va, c'est un pays où il y a les moyens. Mais le Sénégal et le Bénin, il n'y a rien. Donc, ce sont des pays où il n'y a pas d'intérêt. C'est comme ça qu'on démocratise. Citez-moi les pays, parmi les pays riches en Afrique où il y a la démocratie. Sassou Nguesso, attends, tous ces dirigeants que nous avons, le président Idriss Déby du Tchad, il a combattu son prédécesseur disant qu'il venait pour installer la démocratie. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, est-ce qu'il parle encore de la démocratie? Voilà, tous ces traités-là, chez nous, ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, Kabila et ses amis-là qui sont venus avec l'AFDEL, ils sont venus chasser Mobutu disant qu'ils nous amènent la démocratie. Et aujourd'hui, si Kabila est prêt à organiser les élections en République démocratique du Congo, la réponse est non. C'est pour te dire qu'en réalité, nos dirigeants, ce sont des aventuriers. Ils travaillent pour les comptes des Occidentaux, ce sont des marionnettes. C'est comme ça que nous proposons ceci. Au lieu de travailler en cachette, faisons comme en Afrique du Sud. Regardons aujourd'hui l'Afrique du Sud, ils ont quel type de vie qu'ils ont là-bas. Mais le pays a évolué, le pays s'est développé. Les Blancs et les Noirs travaillent ensemble dans un gouvernement. À ce moment-là, les Blancs trouvent que le pays leur appartient, ils ont leurs intérêts là-bas. Au lieu de dire que ce n'est pas votre pays, venez seulement investir. La preuve, chez nous, nous avons du pétrole. Mais ce pétrole-là, les Congolais ne savent même pas l'argent va où. Kabila qui est venu, je ne sais même pas trop parler de lui, il réfugié en Tanzanie. Bon, on ne sait pas comment il a changé de réfugié pour se retrouver aujourd'hui président de la République. Il a laissé, maintenant, il a un grand tour de plus de 350 mètres carrés où il a exploité à Fungurume pour construire des immeubles en Tanzanie et à travers le monde. C'était pour conclure, voilà, vous allez prendre c'est votre tour de prendre la parole, c'est pour dire que l'Afrique n'est pas indépendante. Cette indépendance sur le papier qu'on a de nos Africains, c'était de la fausseté. Et de deux, l'Afrique n'est pas, les États africains ne sont pas des États souverains. De trois, la démocratie, c'est comme je dis, c'est un outil de déstabilisation de l'Afrique dont la France est l'organe exécutif. Voilà un peu notre conception. Nous voulons aujourd'hui que les Blancs rentrent en Afrique, qu'on travaille comme on travaille en Afrique entre Blancs et Noirs. Ça va nous éviter des guerres, ça va nous éviter des assassinats, des faux présidents, des mensongers qui arrivent au nom de la démocratie. Et quand il arrive, c'est fini, il est là pour toujours. Donc c'est du mensonge. Voilà. Ok, bon, moi, si tu fais encore une analyse, le problème de l'Afrique du Sud, là, c'est un problème diamétralement opposé par rapport au contexte africain. Le problème de l'Afrique du Sud, aujourd'hui, si vous voyez l'Afrique du Sud, c'est les Blancs qui ont fait l'Afrique du Sud. Après l'indépendance même, c'était négocié. Ils avaient 70% de l'économie sud-africaine entre les mains des Blancs. C'est une façade même. Aujourd'hui, on a vu actuellement les marches à Johannesburg. Les Noirs ne sont pas capables de financer leurs études. Est-ce que les Blancs... Mais c'est la faute à qui? Pour dire que le système qui te dit là, c'est aussi un système aussi non, là, où il y a plus d'injustice. Puisque tu dis que logiquement, c'est de permettre à ce que ces Blancs-là viennent encore s'imposer devant nous légalement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Okay, j'ai dit qu'on travaille dans un partenariat clair. Mais transparent, permettez, clair, transparent, connu de tout le monde. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, le président Sassou Nguesso travaille avec le Français. Mais les contrats qu'il a avec le Français, les Congolais n'en profitent pas. Pourquoi? Parce que les Français considèrent que le Congo-Brazza n'est pas leur pays. Vous voyez, nous voulons qu'aujourd'hui, comme c'est un pays colonisé par la France, que les Français sachent que c'est leur terre. À ce moment-là, le partenariat sera clair. Parce que lorsque sur longtemps nous continuons à dire que c'est notre pays,
Ils viennent nous exploiter, ils amènent chez eux. Mais lorsqu'ils savent que c'est leur pays, comme les Anglais se sont retrouvés en Afrique du Sud, aujourd'hui ils ont développé l'Afrique du Sud. Cette histoire de continuer à dire que non, c'est notre pays, vous êtes des partenaires, mais où sommes-nous avec ça? Bon, moi personnellement, en tant que panafricaniste, oui. Je pense que cette idée personnelle pour moi ne nous fait qu'augmenter l'esclavage. Tu ne seras jamais français. Tu ne seras jamais français même si tu donnes ta terre aux Français. Au contraire, quand Sékou Touré a dit non en 58, on a fait tout pour saboter Sékou Touré pour montrer que le nègre n'avait pas le droit de dire non. Et moi personnellement aujourd'hui, je pense que même quel que soit l'Amérique latine a fait plus de 100 ans d'indépendance aujourd'hui pour voir leur croissance. Mais malgré ça, ils sont toujours dans le catimini de croissance. L'Argentine a traversé combien de crises? Nous, en 50 ans, c'est vrai qu'on n'a pas eu les progrès qu'il faut. Mais les luttes qui sont quand même menées, moi je pense qu'il y a des acquis. Deuxièmement, en plus, pour moi, la démocratie, la France n'a pas inventé la démocratie. La démocratie, quand tu pars dans l'histoire ancienne de l'Égypte, la démocratie est africaine. C'est les Égyptiens qui ont créé la démocratie. Où Aristote a appris l'école? Où Pythagore a appris l'école? C'est en Égypte. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui que la France a le monopole du concept de la croissance. Pour moi, je dis non. Quand tu veux pas historiquement, tout vient de l'Afrique. C'est parce que l'histoire a été manipulée. On a vu en 67 quand Cheikh Anta Diop a réuni tous les intellectuels du monde pour montrer qu'aujourd'hui, les Africains sont capables de penser. Mais le problème de l'Afrique, c'est même pas les Européens, c'est nous-mêmes les Africains. Pourquoi? Premièrement, l'Africain est égoïste. Quand vous regardez, en 81, la Chine n'était pas un pays développé. Mais les leaders chinois avaient de la conviction. C'était un pays sous-développé. L'Africain n'a pas d'ambition pour son peuple. Quand tu vois un Africain qui pense, il ne pense qu'à lui, il ne pense pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Quand des Africains, quand vous regardez aujourd'hui la révolution burkinabé, elle n'est pas tombée du néant. C'est Sankara qui a émancipé un peuple avant de partir. Et cette richesse-là, de transmettre le combat à une génération, quand vous voyez la chute du régime Compaoré, on entendait Sankara. Pour moi, la lutte doit être perpétuelle. Quand vous prenez, la France a changé tous les accords, sauf les accords économiques. On a 8 000 milliards de francs CFA dans la Banque de France. François Hollande même est parti à Dakar, il a dit aux Africains, venez prendre votre argent investi. Personne ne veut prendre l'investi. Moi, je pense qu'à un moment, il faut éviter de... La France nous a fait du mal. Aujourd'hui, nous avons tous les contours intellectuels. Moi, j'ai dit non. Nous avons les contours intellectuels. Moi, j'ai dit nous non. avons les stratégies. Nous avons tout aujourd'hui. Moi, j'ai dit non. Vous créez une monnaie, vous créez votre monnaie en 72 heures. Permettez, moi j'ai dit non. Okay. Je prends le camp de la RDC. Nous avons connu Patrice Emery Lumumba comme Premier ministre. Nous avons Pierre Moulele. Des gens qui ont dit non à l'Occident. Les gens qui ont tout fait pour que le Congo soit sur les rails. Mais ce sont les Congolais qui ont trahi. C'est ça, ils disent, le problème tient de la... Permettez. Raison pour laquelle nous, dans notre philosophie, mon frère Victor, nous nous basons sur la réalité, le réalisme politique. Nous ne voulons pas nous baser sur des concepts de nationalisme. Moi, je suis le fils du nationalisme. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est de l'utopie, ce sont des concepts, ce sont des théories, parce que nos frères africains, ce sont des traîtres. Lorsque tu te mets à te battre pour l'intérêt du pays, ils vont te trahir. Je vais te citer des cas. Marien Ngouabi à Congo-Brazza. Les traites, on aura toujours des traits. Est-ce que tu permets aussi que je puisse mettre un point de vue? Vas-y. Même quand tu me parles de Burkina Faso, mon frère, le monsieur qui est passé président au Burkina Faso, il est de quel parti politique? Il vient de quelle mouvance? Il vient de mouvance de Blaise Compaoré. Rien ne me prouve qu'il a été élu. Rien ne prouve qu'il a été élu. En Afrique, on fabrique des... Ça, c'est ton point de vue. Bien sûr, on fabrique des dirigeants parce que je ne suis pas... Rien ne prouve qu'il a été élu parce que je n'étais pas sur place. C'est comme chez nous, on a parlé des élections en République démocratique du Congo. Mais en réalité, Kabila n'a jamais été élu. Kabila ne connaît même pas le mot démocratie. Vous savez quoi? Il ne sait même pas... Il n'a jamais travaillé... Kabila n'a jamais travaillé comme préfet de l'école ou enseigné dans une école. Il se retrouve président de la République. Il ne sait même pas comment approcher un dossier, comment traiter un dossier. Ça, Kabila ne connaissait pas. Directement, on l'a pris par toujours les mêmes puissances. Il est devenu chef de l'État. Donc, c'est pour dire ceci. Je suis contre votre point de vue. Il n'y a pas d'indépendance en Afrique. La démocratie, c'est une aventure. Je suis d'accord. Moi, nous souhaitons que, partant des réalités que nous avons perdues, on a perdu de Sékou Touré, on a perdu Sankara, on a perdu Lumumba, on a perdu Pierre Moulele, qui est mon aîné, on a perdu beaucoup de gens dans notre pays, on a même pendu des professeurs à cause de l'aventure de ces gens de pouvoir. On prend des gens sur un dossier qui n'existe pas, on les pend, on les assassine.
Tout ça, c'est parce que l'Occident estime que l'Afrique ne leur appartient pas et qu'ils ont investi dans les villes d'aujourd'hui ne se retrouvent pas. Moi, j'ai des Belges qui m'ont dit ceci. Monsieur Nelson, ce n'est pas vous qui avez conçu la carte de la RDC. C'est nous qui avons travaillé en 1885 pour que vous ayez cette superficie dont vous appelez la RDC aujourd'hui. Donc, sachez-le que vous ne serez pas le seul bénéficiaire. Et aujourd'hui, vous vous blaguez, vous confiez les minéraux congolais à n'importe quel investisseur, les Coréens, les Chinois, et nous, on se retrouve en dehors. Donc, nous voulons que l'Occident aujourd'hui trouve que l'Afrique, ils ont investi en Afrique en termes d'éducation, en termes d'industrie, que c'est leur terre aussi, et qu'ils ont droit. En ce moment-là, cela va nous éviter des guerres, et cela, nous allons échapper à cette traîtrise dont les Africains sont champions. Parce que je prends le Cameroun. Le président camerounais, tu as déjà entendu un opposant au Cameroun? Il a tué tout le monde. Il est maintenant seul. Qu'est-ce qu'il faut au Cameroun? Rien du tout. Mais qui l'a placé là-bas? Citez-moi un seul pays. Ok, tu as fini? Voilà. Ok, d'accord. On va aller de façon très simpliste. Oui. Est-ce qu'on prend? Oui. Je te donne des... Quand tu prends par exemple le Ghana. Le Ghana, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui le Ghana... C'est ça que le Ghana refuse. C'est un pays qui refuse de l'aide étrangère. Allez, c'est moi, je vous écoute. Maintenant, le Ghana, qui a fait le Ghana? C'est un révolutionnaire. Rawlings. Quand il est venu, il a fait la révolution. Il a conscientisé d'abord les masses sur d'abord, c'est quoi l'identité d'être Ghanéen? C'est quoi d'abord le patrimoine national, la fierté? Après ça, il a fait la démocratie. Quand il a fait il a dit quoi? Il a dit qu'on a mis des lois. Le Ghana, c'est une démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas la France seulement. La France, c'est francophone. Le Ghana, c'est un pays anglophone. Il dit qu'on a mis des lois que même si le diable en personne descend, ne peut pas jouer le diamant après, le Ghana après 2 mandats. Maintenant, moi aujourd'hui, en tout cas en tant qu'intellectuel, je refuse catégoriquement qu'on me dit que il faut que le blanc vienne d'abord avoir l'accord du blanc pour aller de l'avant. Je refuse ça. Non, c'est pas ça parce que que nous disons. oui, parce que si aujourd'hui tu dis d'abdiquer, nous parlons. Aujourd'hui on abdique. Non, ça veut dire qu'on accepte. Laisse-moi finir ma démarche. Oui, ma démarche c'est quoi? Si je te comprends bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des troubles en Afrique, qu'on s'assoit clairement avec les Occidentaux, dit bon, comme il y a des troubles, prenez ça pour qu'on puisse travailler. Mais ils les prennent déjà. Mais ils les prennent sans ça demander ton avis. Ils les prennent, mais il y a des pays qui disent non. Quel pays? Je te donne l'exemple simple. Quand j'ai venu au Niger, au pouvoir, l'uranium, quand j'ai changé le contrat de l'uranium, moi j'étais là-bas comme coordonnateur d'un programme sur la gouvernance politique au Niger. Quand j'ai changé, il a mené 80 contre 20. Le peuple a marché pour sauver Tanja. Il a changé. Mais le malheur de Tanja, c'est parce que seulement il a fait un bon travail. Les gens l'ont flatté qu'il fallait continuer. Tanja a dit non à Areva. Au Niger aujourd'hui, à Areva, quand il passe, 70% du personnel sont des Nigériens. Pas de Blancs. Donc, il y a des faits qui changent en Afrique. Moi, je te comprends. Oui. Mais moi, je veux que tu sois réaliste. Est-ce que tu peux donner en termes de pourcentage? Attendez, tu peux donner en termes de pourcentage l'écart en termes de développement du Niger aujourd'hui avec les règnes de notre frère africain Tanja. Okay. Par rapport, si nous avions une collaboration claire, pas des contrats cachés comme à Brazzaville, au Gabon ou en République démocratique du Congo, où on crée les minéraux, on exploite le pétrole, on ne sait même pas ça va où, et qu'un individu reste au pouvoir pour toute sa vie et ses enfants, nous on souffre. Okay. Nous, attendez, vous allez parler, nous soutenons que, au lieu qu'on ait des contrats cachés, au lieu qu'on ait des individus, des marionnettes au pouvoir, mais collaborons. C'est-à-dire que ces gens trouvent que l'Afrique est aussi leur terre, au lieu qu'on continue dans cette aventure où nous avons des dirigeants qui sont des très aventuriers. Donc, autant renoncer à l'indépendance. Mais ça n'existe pas. L'indépendance, c'est un combat. Tant qu'on ne se bat pas, on va tout nous exploiter. Même les siècles et des siècles, même aux États-Unis, les Noirs sont battus pour avoir leurs droits. On ne va pas dire non, c'est parce qu'il y avait la suprématie qu'on doit abdiquer. Permettez, moi je pense que tu es tout dans les théories. Ils se sont battus. Permettez. Aujourd'hui, il y a l'égalité. C'est où la légalité? Mais dis-moi aujourd'hui, est-ce qu'un noir, un blanc aujourd'hui peut t'affronter, t'insulter mal comme dans les années 1800, avant 67? Même si ils ont le droit de vote. Je suis toujours avec vous. Je ne dis pas, ils ont le droit, mais ces droits-là, c'est à combien de pourcents? Moi, je suis réaliste. Ici, quand même, tous les noirs votent aux États-Unis. Permettez. Dis-moi, tout le monde vote. Tu es ici, tu connais ici plus que moi. Oui. Tu sais comment. Nous allons voir. Comment maintenant, il y a combien des assassinats? Non. Si on rentre dans ce cas, on va rentrer dans. Dieu seul sait souvent comment les gens réagissent pour qu'il y ait ces problèmes-là. Parce que souvent, on voit les trucs de superflu. On dit que toujours celui qui est inférieur a toujours raison. Mais souvent, quand on rentre dans certains trucs analogiques, bon, on va aller sur le côté seulement de l'Afrique, c'est encore mieux. Ok, quand tu prends au niveau de l'Afrique, l'Afrique aujourd'hui, comment on appelle ça?
vous parlez de collaboration. Il y a des pays comme le Ghana, par exemple, qui n'ont pas collaboré, qui cherchent leur indépendance. Le président ghanéen le dit haut et fort. Ils veulent leur indépendance et ils ne veulent pas que quelqu'un vienne immixer dans leur truc. Ça avance au Ghana. Bon, au Botswana, je suis surpris qu'ils me disent, sinon moi j'ai un beau qui est colonel de l'armée togolaise. Il a fait 6 mois là-bas pour faire des recherches sur le sida. Bon, en tout cas, au regard de ce qu'il m'a dit, et ce que j'ai vu tout récemment à France 24, même au Ghana, ça a consolidé un peu même au Ghana, quand ma tu me vision. dis que les Ghana travaillent avec la Grande-Bretagne jusqu'à Non, mais on ne peut pas travailler en autarcie. Mais maintenant, c'est d'arriver à ce que chacun... On est dans un monde capitaliste. Tu ne peux pas travailler en autarcie, on n'est pas dans le communisme. On n'est pas encore du Nord. On est dans un monde où on dit mondialisation. Mondialisation, ça veut dire que tout le monde collabore dans le sens de tirer le meilleur profit qu'il faut des deux parties. On ne peut pas vivre en autarcie. Mais maintenant, comment arriver à négocier? Aujourd'hui, moi, je te donne un exemple simple. Quand moi, j'ai fait mon forum, le forum économique, quand j'ai envoyé des correspondances, aucun Africain ne me croyait. C'est plutôt des Blancs que j'ai rencontrés qui me croyaient. Parce que l'Africain n'a jamais cru que l'autre Africain a une capacité intellectuelle de changer les choses. Moi, je pense que... Maintenant, j'arrive. Je te donne, le forum a permis, ça c'est des trucs concrets, parce qu'actuellement, j'ai même une mission qui a été reçue par le président du Burkina et l'ensemble des membres du gouvernement, a permis d'investir 2 milliards de dollars. Du concret, des ministres ont dit qu'ils ont vu des forums partout. D'abord, quoi? Mais c'était des gens allés. Mais aujourd'hui, c'est du concret. Des Américains sont descendus. Ils sont en train de travailler sur tous les contrats. Et là, pour montrer que le développement est une question de volonté politique. Tout l'Asie, il y a de cela 30 ans, n'avait pas cette croissance. Permettez, je crois que je vais dire ceci. Les types d'hommes que nous avons aujourd'hui en Afrique sont des produits de la fausseté et du mensonge. Vous allez prendre la parole. Je parle par rapport à la réalité. Donc, les personnes que nous avons eues dans les années 74, qui aujourd'hui sont en train de mourir, sont différentes des personnes que nous avons aujourd'hui qui ont été formées pendant des périodes de troubles ou de dictateurs, qui se considèrent des fausses personnes avec des fausses identités et avec des fausses études. Je vais m'expliquer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous arrivons à prendre la décision de demander aux Africains qu'on revienne sur les tables de négociation, qu'on parle indépendance, qu'on parle démocratie, qu'on parle souveraineté avec les États qui nous ont colonisés, avec les puissances. Parce que nous avons compris que les puissances sont en train d'exploiter l'Afrique à distance et cela nous amène des troubles et des guerres et nous perdons parce qu'en réalité, les dirigeants que nous avons ne sont pas choisis par les Africains eux-mêmes, mais sont des gens qu'on nous envoie des marionnettes qui au départ viennent avec des discours de la démocratie, mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils changent. Paul Kagame a fait la guerre, a fait la rébellion pour dire qu'il va parler de démocratie au Rwanda. Aujourd'hui, vous arrivez au Rwanda, Kagame ne parle plus de démocratie, il est devenu roi. Ok, je te pose une question. Comment peux-tu me répondre quand le François Hollande, le président français, dit aux Africains de venir prendre leur argent à la banque de France pour investir et personne ne parle. Vous devez savoir une chose, il y a ce qu'on appelle des discours politiques qui ne constituent pas la réalité. Ça, ce n'est pas actuellement, il y a un livre qui sort d'un professeur togolais, Noubouko. C'est du concret si tu as lu le livre. Moi, je viens de lire le résumé du livre. Ce n'est pas de la parole politicienne. C'est du concret. Quand tu me parles de ce professeur togolais, mais prenez le cas du Togo. Le monsieur qui est là fort, Yassine et Yademala, le fils du président, qu'est-ce qu'il est en train de faire au Togo? Mais lui, il n'est plus membre du Togo. Il n'est plus membre du gouvernement. Il a enseigné à quelque part aujourd'hui. Non, permettez que je termine. Juste parce que tu as cité le Togo. Tout à l'heure, tu m'as parlé que la source de la science, c'est l'Égypte. Les Socrates, les Aristotes sont venus apprendre en Égypte. Mais où est-ce que l'Afrique en est aujourd'hui? C'est pourquoi j'ai dit, regarde même en Égypte, on va arrêter le président élu, on les met en prison et on met en place un militaire dans le goût toujours de satisfaire les puissances et le multinational. C'est comme ça que nous, au niveau de cette intelligence africaine que nous voulons mettre en place, nous préférons que au lieu que les choses se cachent, par exemple le Togo, aujourd'hui au Togo, il y a des Macky, mais son fils apparaît. Est-ce qu'ils ont fait l'évaluation de tout ce temps que le père était au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait au Togo? Rien. On prend encore un être parachutiste, son fils, il atterrit président de la République. Il a quelle notion d'État? On ne sait pas. Donc, j'estime, et quand tu essaies de suivre tout ça, c'est toujours les puissances qui ont décidé. Au lieu maintenant que ça se fait, ou bien qu'on le fasse d'une manière cachée, nous souhaitons qu'on officialise, que le président africain soit nommé. Qu'on nomme le président africain
Et on détermine Kagame, tu es nommé président pour 70 ans. Idriss Déby, tu es nommé président pour 80 ans. Mugabe, tu es nommé président pour 90 ans. Qui encore là? Kabila, tu es nommé président pour 60 ans. Sassou Nguesso, tu es nommé président à vie. Et Museveni, président à vie. Voilà. Au moins en ce moment-là, il y aura plus de problèmes que de continuer à tromper les gens avec des démocraties, des théories, des thèmes, des concepts qui sont faux pour se tuer les gens à longueur de journée. Ok, donc moi je me dis que quel que soit le concept, il y aura tout des tromperies. Parce que d'abord, les Occidentaux, c'est des capitalistes. Quel que soit ce que tu vas donner, si tu donnes le dos au capitaliste, il va te donner le bras. Et le bras, il va te donner la tête. Moi, j'ai toujours dit, en tout cas, moi, je crois et j'ai la ferme conviction que tant que les Africains vont lutter, on aura des solutions. Quand vous regardez par exemple la révolution au Burkina, les gens pensent que la révolution burkinabé, c'est les leaders qui sont les... Ça a été un travail fait depuis 1984. Quand vous regardez les concepts de Sankara, sur l'autosuffisanté économique, sur la fierté nationale, sur le combat contre l'injustice, sur le combat contre l'impérialisme, et quand même les Mitterrand venaient, comment il les parlait sans complexe, je pense que ça a permis au peuple burkinabé d'être décomplexé. Oui. Quand vous prenez aujourd'hui, au temps de Sankara, avant que Sankara ne vienne, le Burkinabé se sous-estimait. On nous prenait comme vraiment, c'était en Afrique de l'Ouest, on était sous-estimé. Mais quand Sankara est venu, il a donné cette fierté. Aujourd'hui, Sankara est mort. Ce n'est pas le fait qu'il soit mort, c'est le fait qu'il ait laissé un héritage qui permet aux gens de se réfléchir. Pour nous, c'est ça qui compte. Et moi, je me dis, moi personnellement, je serais contre, et jusqu'à demain, que des Noirs, que l'Afrique, les gens ont lutté, ils ont sacrifié leur vie, qu'aujourd'hui on parte abdiquer et dire que nous voulons une égalité de partage de nos terres de façon illégale. Ça, c'est pour moi, c'est inacceptable. La lutte doit continuer. Même un enfant, tu dois te battre pour réussir. C'est pas parce que tu échoues que tu dois dire que je dois abandonner. Donc au regard de ça, moi je pense que la démocratie, ça viendra. C'est une question de... Aujourd'hui, on ne doit pas compter sur les partis politiques. Nous devons compter sur la société civile. Au Burkina, par exemple, le SODIS a fait un travail énorme. Et en plus, au Burkina, quand tu regardes aujourd'hui, quand j'ai fait une comparaison avec ce qui se passe au Burkina et ce qui se passe en RDC, votre opposition, l'opposition est divisée. Quand on parle en RDC, Etienne Tshisekedi s'est accaparé l'opposition. On dit que c'est le seul candidat de l'opposition. Au Burkina, mais quand tu regardes autant l'opposition, ils ont fait un clan. Et tous les leaders étaient sous la coupe d'un seul leader. Moi, j'ai parlé tout à l'heure du contexte. Lorsque nous parlons politique ou parlons développement, nous voyons toujours le contexte. Le contexte de la RDC est différent du Burkina Faso. Non, au Burkina Faso, permettez. Au Burkina Faso, vous n'avez pas un de peuples étrangers qui sont venus, qui ont été infiltrés chez vous pour vous amener à une situation compliquée. Mais nous avons des infiltrés. Non, mais moi, laisse-moi finir ma théorie. Oui. Je ne parle même pas des trucs infiltrés. Aujourd'hui, on parle d'intégration en Afrique. Chacun peut aller où il veut. Vous voyez, bon, par exemple, au Burkina, l'actuel ministre, bon, je ne vais pas rentrer dans ça pour éviter des polémiques. Bon, pour dire que, pour moi, c'est une question de classe politique. La classe politique aujourd'hui, la logique souhaiterait que, au Burkina, par exemple, elle était constitutionnelle. On avait un leader de l'opposition. Tous ceux qui disaient opposition venaient se joindre à lui pour le combat. Il n'y a pas dit que je suis contre lui, il ne m'aime pas. Non, non, on a dit c'est le chef de file. Tous les leaders de l'opposition venaient se mettre derrière lui. Même Roch, que vous dites qu'il était là. Quand Roch a quitté, ils ont quitté le Blaise, ils ont quitté leur parti, ils sont allés se mettre sous la coupe de ce gars-là. Et donc il était le seul ensemble à mener le combat. Donc il y avait un combat organisé, une société civile déterminée, des syndicats déterminés, parce qu'il y avait les fonctionnaires qui ont dit non à la modification. Il y avait même certains chefs nationaux qui ont dit non. Et il y avait une classe politique qui avait une ligne de conduite. Mais quand je regarde, par exemple, je fais la comparaison au Congo, mais on ne va pas rentrer dans des paramètres trop de détails, mais faisons seulement une analyse de la classe politique. Au sein de votre classe politique, nous avons des sous-opposants et des grands opposants. Il y a des opposants qui sont plus opposants que d'autres. Et lorsque c'est comme ça, Kabila ne va tirer que profit de ça. Parce qu'il voit même que l'opposition est déstabilisée. Oui, c'est-à-dire que l'image telle que tu la présentes là, c'est un peu superficiel, mais d'une manière à l'interne, je voulais dire ceci. Chez nous, j'ai dit que nous avons, les Nations Unies nous ont rendu un très mauvais service. En 1959, ils nous ont amené des peuples qui sont venus du Rwanda, qui sont entrés en RDC, soit disant qu'ils étaient des réfugiés. En 1994, il y a eu encore des réfugiés qui se sont retrouvés en Tanzanie. Tous ces réfugiés-là, on les a plantés en République démocratique du Congo. Et ces gens constituent un combat interne pour les Congolais. Et ils veulent, dans leur combat, éliminer tous les Congolais. D'abord, éliminer tous les chefs de terre qu'ils ont trouvés à l'est de la RDC pour prendre leurs terres.
De deux, ils veulent éliminer tous les hommes politiques qui sont influents au Congo et les généraux pour prendre le pouvoir au Congo. Donc nous avons déjà un combat à l'interne qui nous pose problème avant d'aborder le combat à l'externe. Mais tandis que chez vous, vous avez un seul combat avec l'externe. Nous avons deux combats, et à l'interne et à l'externe. Donc voilà, c'est ça qui fait que l'équation de la RDC est difficile. Parce que nous avons des personnes sans identité chez nous. On ne sait même pas quelqu'un qui est venu le matin avec un passeport rwandais. Le soir, il est devenu congolais. Nous avons ici, j'ai vu aussi aux États-Unis des milliers de personnes qui ont des passeports congolais, mais qui n'ont pas la physionomie des Congolais. Donc, nous avons un problème, et c'est ça que j'ai dit. Tout ça, c'est parce que nous avons voulu démontrer aux Occidentaux que notre pays était notre pays et que nous étions indépendants, que nous étions souverains, que nous n'avons plus besoin d'eux. Comme conséquence, aujourd'hui, ils nous ont infiltré des personnes qui, l'un d'eux est aujourd'hui président de la République chez nous. Donc, voilà un peu, c'est pour te dire que la démocratie pour nous, nous estimons qu'au stade actuel et dans les contextes actuels, n'est que de l'utopie et de l'aventure pour les Africains. Ok. Donc, par rapport à ma lecture de la situation au Congo de façon générale, pour moi, la classe politique congolaise avait déjà une feuille de route. On a vu l'opposition Étienne Tshisekedi qui est rentré, en tout cas à Kinshasa, en tout cas à la statue d'un président. Les négociations ont échoué. Avec l'Union africaine ont échoué parce que la classe politique congolaise s'est dit que c'était des négociations déjà truquées à l'avance. Secondo aussi la constitution, puisqu'on a dit qu'elle n'est pas modifiable, Kabila ne doit pas rebelloter. Donc la logique souhaiterait qu'il n'y ait même pas de négociations, puisqu'on va négocier sur quoi? Donc les élections en principe doivent se tenir dans les normes, parce que bon, ce qui est dit doit être dit, il doit être fait. Quand on signe un engagement, il faut que les Africains apprennent à respecter l'engagement. Donc Kabila, logiquement, maintenant c'est à la classe politique et au peuple congolais de prendre leurs responsabilités. Parce que bon, comme j'ai dit, on ne te donnera jamais ton droit. Le droit s'arrache. Tu ne vas jamais voir quelqu'un te dire non. L'esclave là, s'il attend que son maître le libère, il n'aura jamais. Il faut à un moment qu'il se lève même affronter son maître. Soit il meurt, soit il est libéré. Si, Victor, moi je pense que le problème c'est là où nous avons des divergences avec vous. Oui, l'esclave ne peut pas attendre la liberté sur un plateau. Jamais. Mais il doit militer pour avoir sa liberté. Mais le contexte, c'est là où le problème. Dans quel contexte l'esclave réclame ou retrouve sa liberté? Ici, nous avons un complot international contre les pays africains. C'est devenu trop. Nous avons maintenant des chefs d'État en Angola. On ne parle même plus des élections en Angola. On ne sait même pas, même les gens et les enfants qui sont nés, il y en a qui sont morts, ne savent pas qu'on peut changer de président en Angola. Donc on sait que le seul président chez eux, c'est Eduardo Santos. Donc le contexte africain pose problème, mon frère. C'est pourquoi nous soutenons la réalité politique, c'est-à-dire que les dirigeants africains soient nommés, que les Européens, les multinationales nomment les dirigeants africains clairement à la télévision connue de tout le monde. Kabila vient d'où? Kabila est réfugié en Tanzanie. De 1980 combien là où s'est passé les premières guerres là, 84.